Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui, donc dans le cadre de ce droit des entreprises en difficulté, la question des risques encourus par les dirigeants, par les commerçants, les artisans, les agriculteurs, donc les personnes qui sont dans le champ des procédures collectives. En principe, les débiteurs soumis à une procédure collective échappent à des sanctions, mais en fonction de leur comportement dans la gestion des entreprises, des sanctions sur le fondement de textes spécifiques du livre 6 du Code de commerce sont prévues, sanctions civiles ou sanctions pénales, qui pourront être prononcées donc à l'encontre des commerçants, artisans, agriculteurs, dirigeants de droit ou de fait de sociétés et professionnels indépendants. Il faut cependant noter que ces sanctions sont exclues du cadre de la procédure de sauvegarde, puisqu'elles sont limitées par la loi à la procédure de liquidation judiciaire pour l'essentiel et parfois à la procédure de redressement judiciaire. Il existe dans le cadre de ce droit des entreprises en difficulté trois types de sanctions, trois catégories. Les sanctions patrimoniales, qui sont des sanctions civiles, qui seront prononcées par le tribunal qui a ouvert la procédure collective. Des sanctions professionnelles qui peuvent être de nature civile ou pénale en fonction de la juridiction qui les prononce. Et enfin, des sanctions pénales qui seront prononcées par le tribunal correctionnel. Donc nous allons reprendre ces trois catégories de sanctions successivement. Les sanctions patrimoniales tout d'abord. Aujourd'hui, après une évolution législative assez marquée, il reste une seule sanction patrimoniale qui est la responsabilité pour insuffisance d'actifs. C'est une action en responsabilité civile, qui pourra être engagée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure de liquidation judiciaire et également, depuis les dernières évolutions, à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Toutes ces personnes pourront être poursuivies sur le fondement de cette action en responsabilité lorsqu'elles ont commis une faute de gestion, cette faute de gestion qui contribue à l'insuffisance d'actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire. Cela suppose donc que la faute de gestion soit caractérisée, une simple négligence dans la gestion de l'entreprise ne permettant pas d'engager la responsabilité du dirigeant, du commerçant ou de l'artisan. Cette faute de gestion, la loi ne la définit pas. Il n'y a pas de définition légale, donc c'est à la jurisprudence qu'il revient souverainement d'apprécier si l'on peut considérer que la faute de gestion est caractérisée ou pas. C'est donc une appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort de la jurisprudence que la faute de gestion consiste en tout acte ou omission qui peut s'analyser en une erreur de gestion, en une imprudence, en une transgression des lois ou des règlements ou des statuts. Et elle s'apprécie au regard du comportement normal d'un dirigeant dans une situation comparable. Pour vous donner quelques exemples de fautes de gestion retenues par la jurisprudence, des investissements excessifs, le maintien d'une activité déficitaire, l'absence de comptabilité ou une comptabilité irrégulière, tout ceci est en général considéré comme une faute de gestion par le tribunal de la procédure. Lorsque la faute de gestion est caractérisée, eh bien, la personne poursuivie pourra être condamnée à supporter sur son patrimoine personnel, en tout ou en partie, le montant de l'insuffisance d'actifs que le tribunal aura caractérisé. Il faut souligner ici l'importance de la sanction, puisque cette insuffisance d'actifs à laquelle seront condamnés donc les dirigeants ou les commerçants sera payée sur leur patrimoine propre et pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée également sur son patrimoine personnel. S'il y a plusieurs dirigeants, ils pourront être condamnés à la solidarité de paiement, donc ils seront condamnés solidairement à payer le montant de l'insuffisance d'actifs caractérisé par le tribunal. Ces sommes qui seront récupérées au titre de cette action entreront dans le patrimoine du débiteur soumis à la procédure et seront réparties entre tous les créanciers au marc-le-franc. Au-delà de cette sanction patrimoniale, existent des sanctions professionnelles. Ces sanctions professionnelles, il y en a deux, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer.
La faillite personnelle peut être prononcée dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ici, le champ d'application est plus large, à l'encontre des personnes physiques qui exercent une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs, les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui ont commis certaines fautes, ces fautes étant précisément énumérées par le Code de commerce dans son livre 6, donc par les articles 653.1 et suivants. Donc le nombre de fautes visées par le Code est extrêmement important. Je n'en donnerai ici que quelques exemples. Il faut se reporter au texte ensuite pour avoir la liste exhaustive. Mais ce qui peut être reproché à ces personnes, et qui seront donc condamnées à la faillite personnelle, c'est d'avoir réalisé des actes de commerce dans leur intérêt personnel, d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, d'avoir utilisé les biens de la personne morale comme les leurs, d'avoir fait des actes qui ont conduit à l'amoindrissement de l'actif, avoir détourné l'actif ou augmenté frauduleusement le passif, avoir souscrit des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, avoir payé des créanciers par privilège à d'autres, avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète. Donc les dispositions légales sont extrêmement larges, toute une série de comportements sont identifiés par la loi. La faillite personnelle, lorsqu'elle est prononcée, elle peut l'être par le tribunal civil ou par la juridiction pénale, elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer une personne morale de droit privé ou toute entreprise commerciale ou artisanale. Et à la faillite personnelle propre peut s'ajouter, si le tribunal le décide, une incapacité d'exercer une fonction publique élective. La durée de la faillite personnelle, durée maximale, est de 15 années, mais c'est le tribunal qui va déterminer quelle est la durée qui doit s'appliquer en fonction de la gravité de la faute commise. À côté de cette mesure de faillite personnelle, existe une autre mesure qui est l'interdiction de gérer, qui est aussi une interdiction professionnelle, une sanction professionnelle. Cette interdiction de gérer, elle peut être prononcée contre les mêmes personnes que celles qui encouraient la faillite personnelle pour les mêmes fautes. Donc c'est la juridiction qui va choisir si elle prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne permettant pas de prononcer parallèlement une incapacité élective. Mais la loi prévoit 2 cas spécifiques pour l'interdiction de gérer, donc où la juridiction ne pourra pas choisir et devra prononcer l'interdiction de gérer si les fautes sont caractérisées. Ces 2 cas sont d'une part l'absence de collaboration avec les organes de la procédure. Si les débiteurs ne collaborent pas avec le mandataire, avec le liquidateur, ne lui remettent pas les documents que celui-ci demande, cela peut entraîner une interdiction de gérer. Et l'interdiction de gérer peut aussi être prononcée lorsque le débiteur omet sciemment, et le terme sciemment est important, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours après la date de cessation des paiements. La durée de l'interdiction de gérer est la même que la faillite personnelle, 15 ans maximum, déterminée par la juridiction. S'agissant enfin de la dernière sanction prévue par la loi, ce sont les sanctions pénales. Sanctions pénales qui peuvent bien sûr s'ajouter aux sanctions civiles que nous venons précédemment de voir. La principale infraction pénale qui est prévue par la loi est l'infraction de banqueroute. La banqueroute peut être commise par toute personne qui exerce une activité commerciale, artisanale, agricole, dirigeant de droit ou de fait et professionnel indépendant. La banqueroute étant une infraction pénale, les cas de banqueroute sont limitativement énumérés par la loi, il y en a 5. Éviter ou retarder l'ouverture de la procédure, faire des achats en vue d'une revente au-dessous des cours, utiliser des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Détourner ou dissimuler tout ou partie de l'actif du débiteur, tenir une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou ne pas tenir de comptabilité du tout. La banqueroute est une infraction qui est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, auxquelles pourront s'ajouter des peines complémentaires qui consistent en des interdictions de droit,
interdiction de droits civils et civiques, interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction d'exercer une fonction publique, interdiction d'émettre des chèques, interdiction de diriger une personne morale de droit privé. D'autres infractions viennent compléter cette infraction de banqueroute, infraction principale. Ces autres infractions, prévues par le Code de commerce bien sûr, viennent sanctionner des comportements manifestement malhonnêtes du dirigeant, comportement qui va consister à privilégier certains créanciers, à ne pas respecter les modalités du plan arrêté par le tribunal, à organiser frauduleusement son insolvabilité. L'ensemble de ces mesures, civiles et pénales, permettent de sanctionner les fautes commises par les dirigeants, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les professionnels indépendants, dans le cadre d'une procédure collective.